Salut Manu, bienvenue à toi pour ma chaîne YouTube. Je me réjouis de te recevoir ici via Zoom. L'enregistrement il va être ensuite transféré sur YouTube, comme ça tout le monde aura accès. J'espère que tu vas bien. Nickel, super. Merci Bertrand pour l'accueil, super cool. Donc, j'aimerais parler aujourd'hui avec toi, Manu, des conseils que tu pourrais nous donner concernant la méthodologie d'instruction. Les gens peut-être ne le savent pas encore, tu es instructeur de tir et je me suis posé la question de savoir si tu ressens le changement au niveau de ta clientèle, parce qu'on sait que la société change, l'environnement change, les moyens technologiques changent, les outils de travail changent et du coup, ben, le client, il change aussi. C'est pas seulement les jeunes, mais aussi les adultes, les personnes âgées qui s'adaptent au mode de vie. Donc, en fait, j'aurais voulu savoir, en gros, sur ce podcast, si tu as des conseils à nous donner concernant euh, une, une mise à jour de la méthodologie d'instruction Ok, pour pouvoir aider le public, pour pouvoir qu'il puisse atteindre ses objectifs plus facilement et surtout qu'on ne devienne pas des vieux dinosaures parce qu'on a peut-être vécu d'autres méthodologies qui n'étaient pas forcément meilleures, mais différentes. impeccable. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, j'aurais bien voulu que tu te présentes, notamment qu'est-ce que tu as fait au niveau pro, privé, quelles entreprises tu diriges, et puis si tu as des passions, voilà. Ok. Donc, on va juste parler sur un côté militaire, milice, comme ça. Donc, j'ai fait une école de recrue en 2001 à Izone comme grenadier territorial. Après, une école de sous-officier en 2002, également à Izone, mais comme grunt pour la transition armée 21. Entre mes deux périodes d'armée, j'ai postulé à la police, que je suis rentré en 2003. J'ai fait l'école police à Lausanne. J'ai travaillé dans le domaine de police secours jusqu'en 2007. Après, je suis parti travailler 7 ans comme opérateur au MPH PSDET, où j'étais dans une section tireur d'élite. Suite à ça, je suis parti au groupe d'intervention de la police de Lausanne, où j'ai travaillé 3 ans comme opérateur, avec aussi une spécialisation comme tireur de sécurité. Et puis, j'ai quitté le domaine de police fin 2016, où j'étais engagé dans le domaine privé pour une entreprise en tant que responsable de formation dans le domaine du tir et de la tactique. J'ai fait un petit peu plus de 3 ans là-bas. Et puis, depuis octobre 2020, j'ai créé Red Dot Formation, ma structure, où je donne des cours aussi bien en Suisse qu'un peu à l'étranger, que ce soit dans le domaine du tir, pistolet, fusil, tir longue distance, premier secours tactique, avec pas mal de partenaires, surtout sur le côté français. Voilà. Donc un sacré chemin et on voit la mentalité suisse, hein. C'est pareil pour moi, c'est vraiment d'être assez simple et humble, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Mais c'est vrai que c'est un parcours que peu de gens ont fait en fait, donc il faut quand même se rendre compte. Donc, tu es allé de la milice à la police, aux forces spéciales, au MPJ-PSDET, mais aussi au groupe d'intervention de la police. Ensuite, tu étais employé, puis maintenant, tu es à ton compte. Donc, c'est vraiment un chemin incroyable, quoi. Et du coup, qui c'est que tu as comme client actuellement avec Red Dot Formation? Donc, aussi bien des civils qui aimeraient apprendre à tirer, donc de la découverte du tir jusqu'à des cursus avancés, que ce soit pistolet, fusil à pompe, ça dépend, même au niveau du tir longue distance. C'est une discipline qui intéresse beaucoup les gens actuellement. Et puis après, le côté professionnel, donc entreprises de sécurité, qui sont pour faire que ce soit du combat véhicule, du travail de CQB, travail avec des VIP ou des choses comme ça. Ça, on travaille dans une grosse structure qui est Tacticals, où on peut vraiment travailler aussi bien à arriver avec des véhicules dans le stand, pouvoir travailler sur 360 degrés, etc. Donc là, on a une structure qui est très intéressante pour développer ça. Après, on a également, j'ai des cours avec des policiers, soit qui veulent se former pour entrer dans des unités spéciales ou en fait avoir un parcours un peu similaire qu'on a ensemble, hein. Donc ça, c'est des choses qui intéressent les jeunes. Et puis, j'ai des mandats avec l'Académie de police dans le domaine de la formation aux armes pour des jeunes. Ouais, super. OK. Ouais,
Donc, ça, c'est pour ta présentation. Ça, les gens, ils apprennent aussi à te connaître. Ok. Et maintenant, du coup, ben, en t'imaginant le nombre d'heures d'instruction que tu as dû recevoir déjà depuis ton école de recrue à l'âge de 20 ans et le nombre d'heures d'instruction que tu as dû donner, je pense que ça va être très intéressant de pouvoir partager avec toi le sujet qui est la méthodologie d'instruction, comment optimiser par rapport au changement de la clientèle, de ses habitudes. Ouais. Donc, du coup, la première question, c'est que, en fait, puisqu'il y a, il y a un changement sociétal, aussi d'éducation et de changement d'environnement et de technologie, le public change avec ça. Donc, on sait qu'on est interdépendant en ce qui change l'environnement d'extérieur. Ben, nous, on va avoir tendance à suivre ce développement-là. Et du coup, est-ce que toi, tu vois aussi ce changement avec ta clientèle, avec les différents partenaires que tu as, les clients que tu as? euh, et est-ce que tu vois des changements, notamment concernant la concentration, concernant l'attention durant l'instruction que tu donnes, la mémoire aussi des choses qu'ils auraient appris durant un cours, mais aussi notamment vis-à-vis de la motivation que les gens ont, de l'inspiration, de la discipline? Donc là, ce sera vraiment le thème du cognitif. Est-ce que tu ressens que les gens, ils ont peut-être des lacunes au niveau cognitif, au niveau concentration, ou au contraire, est-ce qu'ils sont plus au taquet, plus motivés que dans le passé? Ouais. Donc, je pense que la motivation, elle doit être la même que dans le passé. Maintenant, on voit clairement que les gens actuellement n'arrivent pas à se concentrer énormément et longtemps. Donc, il faut rechanger un peu la formation, on va dire, sur trois leviers de performance, je pense, qui sont l'environnement dans lequel on va travailler, trouver des axes de motivation pour l'apprenant, et puis après, on a sur les compétences. Donc, ça, ces piliers, on les avait déjà il y a 20 ans en arrière, mais maintenant, ils sont vraiment super importants de travailler là-dessus pour l'apprenant actuel, on va dire l'apprenant moderne. C'est d'avoir surtout cette motivation. Après, on travaille aussi sur les contenus, les matières. Il faut vraiment qu'elles parviennent en fait dans l'esprit, dans le cœur du participant, on dit, hein. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On doit travailler que ce soit varié. Et puis, il faut essayer de faciliter en fait l'utilisation des méthodes qu'on va donner. Et puis que le jeune, je dis jeune hein, dans le domaine de la formation, du fait que c'est un jeune dans le domaine du tir, pas jeune forcément en âge, hein. Il faut qu'il retrouve de la motivation et puis que ce soit stimulant pour lui pour se développer en fait. Qu'à l'époque, je pense qu'on était plus, OK, bah, il y a un instructeur qui donne son cours, on le suit, on prend des notes et puis elle est belle. Là, maintenant, il faut vraiment plus suivre les gens, leur donner les différents supports pédagogiques, que ce soit par vidéo, que ce soit ça peut être des quiz, ça peut être souvent revenir sur ce qui a été vu de manière différente pour chaque apprenant. Est-ce que tu penses, du coup, c'est intéressant ce que tu dis dans la variété des supports, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire déjà il y a 20 ans, du coup? Est-ce que tu penses pas, est-ce que tu penses que c'est une belle chose de varier les supports, les, ouais, les outils pédagogiques? Ou est-ce que tu penses que c'est juste parce que les gens, ils sont moins concentrés? Non, je pense que la concentration, elle est moins bonne chez les gens du fait qu'on est vite attiré par notre téléphone. La journée, on a plein d'informations qui arrivent de droite à gauche. On est en train de travailler, tant qu'on reçoit des mails, on reçoit des téléphones. Donc, le temps de concentration sur une tâche, je pense qu'il a énormément diminué par rapport on va dire à l'époque, hein, ou quand on était, nous, plus jeunes. Donc, c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler, que ce soit des périodes plus courtes, de travailler sur quelque chose, puis après revenir sur autre chose, revenir en rediscutant sous une autre façon, de peut-être travailler sur des méthodes interrogatives. Après, on repasse sur du démonstratif. Et c'est toutes des choses qu'on a appris, comme on faisait à l'époque, au niveau de l'apprentissage du tir. Donc là, la roue, elle a été posée par nos anciens, donc il n'y a rien qui est révolutionnaire là-dessus. Par contre, c'est plus de dire, OK, de A à B, c'est seulement cette méthode-là. Il faut vraiment marier dans les méthodes expositives, interrogatives, démonstratives, actives, travailler là-dedans, varier les choses pour que
En fait, on travaille le maximum l'apprenant, en fait, qui se remettent en question, qu'on puisse attaquer sur différents euh, facettes de lui pour qu'il puisse avoir des solutions pour apprendre. Et là, tu parles de la concentration, attention, mais qu'en est-il de la mémoire? Je fais un lien, par exemple, où avant, quand on devait apprendre les- les caractéristiques du fusil ou de la grenade, on l'apprenait, les règles de sécurité de tir, par exemple, si on parle du domaine de tir. Maintenant, tout est, si on pense avec l'iPhone, on a toutes les adresses, on a tous les numéros de téléphone, on doit se rappeler de plus rien. Et moi, jeune, bah, je me souvenais de toutes les adresses, j'envoyais des lettres. Ah, Mhm. ouais, bon, je suis toujours jeune, mais je me rappelais des numéros de téléphone par cœur aussi. Et en fait, est-ce que tu penses que ces outils, par exemple, ont péjoré la mémoire de tes clients? Ouais. Oui, je pense, parce qu'on a une solution de facilité qui est notre téléphone, qui lui a la mémoire de tout ce qu'on veut, on va dire, savoir à court terme. Du coup, on laisse tout ça là-dedans et puis on viendra repuiser cette information si j'en ai besoin. Donc, on voit dans l'apprentissage, si on demande soit les règles de sécurité, les fondamentaux du tir, de la chronologie, des choses comme ça, que les gens, ils ont vu, hein, on en a discuté. Donc, on a travaillé sur vraiment différents piliers, hein, que ce soit entendre, voir, parler, faire. Donc, toutes ces choses, ça aide à l'apprentissage. Par contre, les personnes se disent, OK, bah, j'ai fait ça aujourd'hui, et puis de retravailler ça X temps plus tard, ils ne le feront pas forcément. Donc, c'est plutôt au rôle des moniteurs ou instructeurs, hein, de revenir régulièrement là-dessus pour remettre une touche, pour refaire cette partie entre, OK, ça a été vu, et puis de commencer à ancrer ça dans la mémoire à long terme. Peut-être qu'à l'époque, on s'impliquait plus, on se disait, OK, bah, on a vu ça aujourd'hui, on aura peut-être un test la semaine prochaine. Du coup, bah, OK, je ne peux pas me permettre de rater, donc je bosse, j'apprends ça à fond, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une différence quand même. Et du coup, au niveau de la motivation, est-ce que tu penses alors je parle de mon exemple personnel, par exemple, quand je voulais intégrer les forces spéciales, j'avais que ça en tête, j'avais plus en tête d'économiser pour une voiture, d'aller en vacances, de marier ma chérie, etc. Est-ce que tu penses que le marché actuel, qui, qui, qui est tellement attrayant et qui donne envie, amène le client à pas pouvoir se concentrer sur, pas se concentrer, mais aspirer à un objectif, mais il aspire à plein d'objectifs. Est-ce que tu ressens ça aussi? Et qu'est-ce que tu proposerais aussi pour les personnes qui ont ces soucis-là aussi? Du coup, Ouais. Disons, je pense que à notre époque, on avait un objectif, comme tu disais, on dit, OK, on sait que ça va être dur pour aller, pour faire le parcours qu'on a fait, mais on se donnait les moyens de le faire avec qu'une seule vision, même si c'était difficile. Et les jeunes actuellement, qui sont la même chose dans l'apprentissage du tir, du fait qu'il y a pas mal de monde qui fait du YouTube, des très bons instructeurs, hein, qui ont des très beaux passés. Et puis ces gens, bah, en fait, de voir, on se dit, OK, c'est super simple. Et le jeune, il se dit, OK, pour arriver à être FS, bah, c'est super facile. Et donc, on a ce côté-là qui est de YouTube qui nous a mis, ou les réseaux sociaux, hein, qui mettent des choses, on dit, c'est facile de. Puis le jeune qui arrive là, il se dit, OK, bah, alors, ça ne doit pas être très compliqué. Puis quand il voit qu'en fait, il n'arrive pas à faire 10 tractions, il se dit, ah, c'est pas si facile que ça. Et il va sûrement se décourager, ou il va commencer à chercher de l'information à gauche, à droite. Ce sera pas forcément la bonne information, qui sera des fois peut-être des théories de certains. Et puis, il va plus trop savoir comment il doit faire et du coup, il se décourage facilement. Et je pense que ça, c'est ça le problème actuellement, c'est il y a tellement de sources d'informations, c'est d'où aller chercher la bonne source d'information pour pouvoir, OK, bah, je suis motivé maintenant et puis j'ai les moyens et la technique d'y arriver. Alors, sur ce sujet-là, on va revenir sur les sources d'information, qui était la troisième question. Mais c'est juste, donc, qu'est-ce que toi, concrètement, tu proposerais si maintenant tu avais un client qui est là, que c'est Bertrand Sogy, il veut maîtriser le tir, mais il a des problèmes de concentration, il a des problèmes à se motiver, et puis surtout, il a des problèmes de mémoire. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme petit exercice ou conseil? Alors, déjà, moi, c'est de se voir en face à face, on se voit à un endroit pour discuter, et puis c'est surtout d'essayer de faire
planification dans le sens de formuler les objectifs qui soient clairs et précis de qu'est-ce qu'il veut. Dans les autres, c'est de structurer le contenu qui va aider à faire en fait, des étapes d'apprentissage. Tu vois. Comme ça, les objectifs, ils sont clairs pour la personne parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce que je veux. Parce que de dire oui, j'ai envie d'être FS, ok, t'en es où maintenant? Est-ce que tu n'as encore pas fait ton école de recrue? Est-ce que tu as une matu? Est-ce que tu es en CFC? Donc, d'expliquer qu'il y a un certain cheminement à faire. Puis ça, je pense que c'est dans la planification et la formulation des objectifs. Après, on peut travailler sur une fois que ces objectifs ils sont prêts et définis, c'est de mettre une structure en place, de dire, OK, je peux t'aider sur ça, et travailler par étape par étape. Ça, c'est vraiment, je pense, important. Que la personne elle dit, OK, je peux faire du coaching, je sais que je dois travailler ça et ça. Puis souvent, dans ce qu'on veut faire pour arriver au métier qu'on a fait, il y a sur un plan technique et peut-être le tir, sur un plan physique. Donc, il faut trouver aussi ses points faibles, puis travailler ses points faibles, et puis consolider ses points forts. Puis là-dessus, je pense que ce qui est réseaux sociaux comme ça donne pas assez de solutions. Donc, de se voir, ça permet d'avoir la personne, pouvoir discuter ensemble et puis de pouvoir définir clairement ses besoins. Ok. Donc, si je résume vraiment, ce serait vraiment de quitter le virtuel. Ça ne veut pas dire le quitter définitivement, mais de revenir à des rapports humains, de s'entourer comme j'appelle ça un grand frère en fait. Donc tu vois un peu l'instructeur ou le coach comme un grand frère qui ne fait pas juste donner le cours de 8 heures à 9 heures et basta, mais un coach ou un instructeur qui s'investit un peu plus pour la personne, qui va l'épauler, qui va l'aider à planifier et surtout qui va déceler en lui ses points forts et ses points faibles. Ce serait ça que je Ouais, retiens à ce que tu as dit. exactement. Et Ouais. puis, c'est aussi ce qu'on a fait pour Synergy Skills, c'est se dire, OK, on met nos compétences et puis on peut voir les gens en présentiel, puis répondre à ces questions. Ce que les chaînes YouTube font absolument pas, quoi. Donc, Donc, alors, pour Synergy Skills, on pourra en revenir aussi. Bon, on peut en revenir maintenant. C'est une société qu'on est en train de mettre en place. Toi, moi, Christian et Colin, quatre anciens membres des forces spéciales, et qui a en fait aussi comme objectif noble que d'humaniser, rassembler et se voir et prendre le temps de faire ça de manière intelligente. Donc, en fait, si je retiens ce que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est que les réseaux sociaux ont une limite. Ils ont des atouts, ils permettent de nous vendre du rêve aussi, parce que c'est peut-être oui, l'étincelle qui va faire ah ouais, moi aussi je vais faire ça. Mais après, la limite, c'est qu'on perd tout ce qui est humain, quoi. Et personnalisation aussi, peut-être. exactement. Ok, Et puis que les jeunes, en fait, ils se rendent compte de l'investissement qui doit être fait. Pas forcément uniquement en temps et financier, hein, mais aussi au niveau, ça peut être au niveau des copains, ça peut être au niveau familial, etc. Donc, ce que donne pas du tout Internet. On voit un gars équipé en NVG avec des beaux fusils, on se dit, ah ok, c'est ça que je veux faire. Ok, mais pour arriver à porter ton casque ou ta cagoule, là, égal, le cheminement, il est long. Et puis le jeune actuel, il faut pouvoir se voir, on peut vraiment expliquer ce cheminement, il est long. Physiquement, il faut pouvoir se préparer, il ne faut pas avoir non plus des cases physiques. Il faut avoir toujours aussi travaillé sur un plan B, hein. Moi, c'est ce que j'insiste avec les jeunes, c'est de se dire, OK, mais tu fais ton gymnase ou ton apprentissage, continue tes formations, que si tout ce que tu as voulu faire, ça ne joue pas pour une raison X ou Y, que tu n'aies pas tout mis les œufs dans le même panier. Donc, et ces choses-là, je pense qu'elles sont importantes de pouvoir discuter avec nos apprenants qu'on a dans nos cours, quoi. donc juste pour petit rappel, on va toujours du côté de l'instructeur. C'est l'instructeur qui propose des outils. Et aussi, je rappelle que c'est pas notamment lié que au domaine du tir ou des armes, mais ça peut être aussi un préparateur physique, ça peut être aussi un physio qui fait de la réhabilitation du dos de son patient. Donc, c'est toujours, en gros, voilà, d'être un peu le rôle du grand frère qui prend du temps, qui est à l'écoute et qui propose des outils humains. Ouais. Ok, super. Maintenant, la deuxième question, du coup, c'est au niveau de la biomécanique. Donc, tu le sais, moi, je suis passionné par le mouvement, par la biomécanique, par le cerveau aussi. Et est-ce que tu ressens au quotidien dans ton travail que les gens, les jeunes et moins jeunes de nouveau, sont moins
ont une moins bonne maîtrise de leur corps, dû au fait, par exemple, qu'il y a une diminution du secteur primaire, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est travail des terres, les ressources naturelles, au détriment ou à la place du secondaire, qui sont les industries, et ou du tertiaire, qui sont le domaine des services. Est-ce que tu ressens que la population ou tes clients s'affaiblit physiquement? Si oui, qu'est-ce que tu proposes de nouveau comme outil pour pouvoir quand même atteindre leurs objectifs? Et sinon, bah, tant mieux. Non, on retrouve ce problème. Pas chez tous, mais c'est quand même quelque chose qui est, on peut dire, on le voit actuellement. Euh, Par rapport à l'attention, par rapport à la motricité, de comprendre, d'arriver à faire deux choses en même temps, etc. Et je pense il y a deux aspects. Il y a certains jeunes qui se disent, OK, on voit certaines choses par les réseaux et on se dit, le gars, il arrive à faire du tir en mouvement, donc c'est facile. Et puis la personne, elle se dit, OK, ça m'intéresse de faire directement du tir dynamique. Et les gens, ils n'ont pas envie d'apprendre à marcher, ils veulent directement savoir courir. Et puis dans leur tête, ils se disent, OK, c'est facile parce que tel mec, il arrive à le faire. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, le cheminement qu'il y a pour arriver à faire ça. Et quand on fait simplement du statique, des choses basiques, c'est déjà très compliqué. Et du coup, on repart sur ce qu'on disait un peu avant, bah, la motivation, de dire, OK, bah, ce n'est pas si facile que ça. Soit la personne va trouver la motivation de dire, OK, bah, c'est dur, c'est ce que je veux, donc je m'investis. Puis là, les déclics, ils vont très vite se faire. Ou il y a un peu de découragement. Et puis si c'est quand même l'objectif qui est visé, bah là, c'est, on va dire ça, à l'instructeur hein, de travailler sur différentes méthodes pédagogiques pour arriver en fait à motiver, pour pouvoir aider à l'assimilation, faire des évaluations, etc., pour pouvoir construire en fait ce jeune pour arriver à ses objectifs, quoi. Donc ça, je pense que c'est un des points. Et puis sur le point de, on va dire, purement kinesthésique, hein, il y a du travail parce que les gens, ils ont de la peine à comprendre que, OK, une prise en main ferme et pas crispée, elle est permanente. Elle n'est pas juste quand je fais, par exemple, mon dégainé ou ma prise de position de tir. C'est pas parce que je vise que je dois oublier mon action du doigt sur la détente. Puis toutes ces petites choses-là, j'ai l'impression qu'on doit plus les travailler, plus cibler chaque fondamentaux que peut-être à notre époque, on a appris le tir, où il ne me semble pas qu'on a accès autant sur, par exemple, sur les fondamentaux du tir, par exemple, si on prend ce sujet-là. Et peut-être, donc là, tu parles enfin, c'est un principe pour moi neuro, c'est isoler avant d'intégrer, Mhm. ça te parle aussi, ça, au domaine Oui, du tir, mais dans le sport, si on prend l'exemple de Rich Froning, qui est une légende du CrossFit, je pense à lui, bah, il passe tellement d'heures déjà à se mobiliser, à faire ses gammes. On peut parler aussi de musique, hein. Le musicien, il fait ses gammes. oui, Quand il n'est pas seul, il va pas direct jouer un solo de Jimi Hendrix. Donc, tu dis souvent, enfin, dû au fait des réseaux sociaux, des jeux vidéo aussi, les jeunes pensent que c'est très vite accessible que de faire de l'intégrer, alors qu'il y a des heures et des heures d'isolé avant ça. Et je rappelle aussi, moi qui avais lu, alors là on se dirige vers l'armée, mais c'est pas grave, c'est en lisant les livres de Chris Ryan, Andy McNabb, tous ces anciens forces spéciales, ils ont passé des années avant d'intégrer les SAS, les SBS et tout ça. Donc c'était d'abord de l'armée conventionnelle, standard. Ils ont fait peut-être de la garde d'ambassade, ils ont fait des choses simples. Et après coup, ils sont venus force spéciale. Donc peut-être en Suisse, on a aussi un peu biaisé parce qu'on peut accéder très vite à ce milieu-là, de plus en plus vite. Donc voilà, ton conseil, c'est vraiment de prendre le temps de faire les choses petit à petit, euh, d'autant plus si les gens ne maîtrisent pas leur corps. c'est Maintenant, ça. aussi un truc, Manu, c'est est-ce que tu penses que les gens, ça rejoint aussi la biomécanique, c'est la rusticité, où, par exemple, avant, ben, les paysans, les bûcherons, les paysagistes, ils étaient dehors, ils étaient confrontés au chaud, au froid, à la pluie, à la chaleur, et en arrivant, par exemple, à l'école de recrue, ou en arrivant dehors, ben, ils étaient acclimatés, en fait. Et si maintenant, il y a des jeunes qui viennent de l'Uni, ou qui ont l'habitude d'être dans leur bureau, bah, c'est un choc, c'est un choc de vivre la réalité, du coup. Ouais. Donc, nouveau, qu'est-ce que tu conseillerais pour ces gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans le domaine de la rusticité, dépendant de la température?
Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais pour ça? Bah, je pense que pour commencer à apprendre pour ces personnes, puis on a ça dans l'apprentissage, hein, c'est de commencer dans un lieu qui est, on va dire, sécuritaire, confortable, où on peut bien apprendre les choses. Donc, que ce soit favorable vraiment pour l'apprenant. Peut-être le contraire que nous, on a vécu, où on en avait un petit peu rien à faire de l'environnement dans lequel on apprenait. Maintenant, c'est quelque chose qui doit vraiment, je pense, être très, très important, c'est ce côté sécuritaire, hein. Si on prend sur la pyramide de Maslow, on a nos besoins physiologiques, et après, on a ses besoins de sécurité. Et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment axer, je pense, pour un instructeur actuel, que ce soit égal dans le domaine dans lequel on enseigne, c'est que le gars, il soit bien, que la salle soit agréable, que les moyens à disposition d'apprentissage soient bien. Puis une fois qu'on a construit cette partie sécuritaire où la personne elle peut apprendre quelque chose, bah, c'est de commencer à la sortir de cet environnement pour travailler ce qui peut être, bah, si on prend un gars qui aimerait partir dans des unités où on va travailler, bah, de commencer à travailler la rusticité, d'aller, je sais pas, hein, je dis aller faire du sport quand il pleut, puis découvrir petit à petit des choses, ou bien comme toi, tu as mis en place pour tes clients, chasseurs-cueilleurs ou des choses comme ça, où on reste dans un domaine, OK, bah, je connais mon cadre, je connais mes instructeurs, je connais les gens qui sont là, donc on a ce côté sécuritaire qui est acquis pour commencer à découvrir d'autres choses. Et je pense que ce serait faux de prendre ces gens et les lancer directement dans quelque chose où ils n'ont plus de repères. Puis là, on risque de les perdre complètement. Par rapport à l'époque, on va dire, OK, bah, on s'en fout de ça. Tu veux aller là, bah, c'est comme ça, tu es content, tu restes, tu n'es pas content, bah, tu pars, quoi. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut arriver à bien ancrer cette partie pour ces jeunes, comme tu citais là. Du coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis au niveau neuro, isolé, intégré. C'est le principe que le cerveau, il va être plus rassuré quand il maîtrise de manière isolée et petit à petit. Et si le cerveau est rassuré, petit à petit, il pourra t'envoyer le plein potentiel. Et ça me parle aussi le domaine de la sécurité où tu dis que il faut que les choses soient d'abord sécurisantes, rassurantes pour qu'on puisse s'épanouir et pour qu'on puisse développer nos capacités techniques, physiques et cognitives avant de pouvoir aller sur du plus complexe. Ouais, parce que, on va dire, l'apprenant actuel, hein, ou vraiment cette différence qu'on a peut-être entre pédagogie et andragogie, où ça dépend un peu comment on voit les choses, c'est que l'adulte, en fait, par rapport à un enfant, il est pleinement responsable, il est acteur de sa formation. Et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer en disant, OK, bah, il faut lui donner les outils, mais c'est à lui de les utiliser pour arriver à ses objectifs, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Pas juste, OK, de l'arroser d'informations, mais il faut qu'il soit vraiment, OK, c'est ce que je veux. Je dois vraiment prendre, ouais, être acteur de ça, quoi. Ça, je pense que c'est très, très important. Du coup, ça rejoint la question 3. Maintenant, c'est quels sont les conseils que tu donnes pour les gens qui sont submergés d'informations, on peut même parler de distraction, hein, ben, ça peut être, en fait, on peut être épanoui que de jouer à un jeu vidéo, on peut être épanoui que de regarder à longueur de journée des podcasts sur YouTube, mais en fait, on n'est pas acteur de notre propre vie, on est spectateur. Quel est le conseil que tu donnes pour ces gens qui tombent dans ce cercle vicieux? Parce que ben, à la fin, on n'est plus acteur, on est spectateur. Bah, c'est, je pense, de définir des objectifs, on va dire smart, hein, qui soient spécifiques, qui peut être mesurable, pour se dire, OK, bah, je peux aller de A à B. Il faut pas que ce soit des escaliers trop hauts, hein, les marches ne doivent pas être trop hautes, pour qu'ils se rendent compte, dire, OK, bah, j'arrive à atteindre ça, j'arrive à l'intégrer dans ma vie quotidienne. Du coup, je peux mettre un objectif un petit peu plus compliqué, puis petit à petit reprendre ça. Je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est d'arriver de monter step by step les choses et puis d'être que l'apprenant soit OK avec la définition de l'objectif qui soit mis. Pas dire, OK, moi je sais ce que tu dois faire pour arriver de A à B, mais c'est plutôt lui dire, toi, comment tu ferais pour arriver de A à B. Et puis là, il faut vraiment beaucoup plus l'impliquer dans le choix de ses décisions et pas lui donner une recette toute faite. OK, tu dois t'entraîner comme ça, comme ça, comme ça. Parce que lui, il va pas le faire. Donc, il faut vraiment qu'il soit acteur, qu'il soit motivé par ça, et puis que ce soit même lui qui dit, OK, bah, je dois m'entraîner une fois par semaine avec Bertrand pour ce qui est purement geste technique. Je dois peut-être faire une fois par semaine de la formation dans le tir.
Et puis, dans nos cours qu'on leur donne, bah, c'est de leur dire, OK, bah, travaille ça pour la semaine prochaine. Est-ce que tu es d'accord de ça? Est-ce que tu vois quelque chose que tu peux appliquer? Est-ce que tu as du temps pour faire, je ne sais pas, 5 minutes par jour de manipulation à sec des armes ou des choses comme ça? Et lui, s'il se dit, ah, c'est quelque chose qui est pour moi intéressant, bah, il le fera. Par rapport à, je pense, à notre époque à nous, où cette partie-là, elle n'était pas du tout faite. C'était OK, bah, c'est comme ça, tu fais, ça marche, tu fais pas, bah, tu fais pas, puis tant pis pour toi. Donc là, on parle, si vraiment je résume, en gros, c'est un instructeur ou un coach pour qu'il ait les qualités d'aider la personne à atteindre ses objectifs. Il faut qu'il prenne le temps pour le client, qu'il Ouais, s'assoie, qu'il fixe ensemble des objectifs, que le client devient acteur et pas la personne qui subit, on peut même dire. Donc, qu'il intervient aussi dans le choix de décision et qui donne son avis aussi sur les choses. Donc, c'est vraiment c'est plutôt horizontal du coup. Il n'y aura plus de hiérarchie. Ce sera vraiment le grand frère qui est le coach ou le thérapeute avec l'acteur et on va trouver un terrain d'entente. Donc, ça, c'est le conseil en gros que tu donnes pour se mettre à jour par rapport à ces changements de marché. Maintenant, tu as mentionné encore de prendre le temps d'y aller petit à petit, c'est-à-dire de consolider les bases, puis après d'aller dans le plus complexe et pas d'aller directement dans le complexe, dans l'eau froide. Euh, mhm, Ensuite, qu'est-ce que tu as cité? C'est euh, ouais, je pense, varier les sources, les outils pédagogiques lorsqu'on donne des cours, c'est c'est ça. pour stimuler les différents sens, que ça soit assez court euh, et que, et qu'on puisse aussi tester le client quand il revient. Tu as mentionné le fait que, OK, est-ce que tu as fait tes devoirs? Montre-moi pour voir si la personne, après, de son côté, a fait ses devoirs. Donc, c'est le contrôle des connaissances, en fait. Exactement. Et ça, je pense que ce contrôle des acquis, il est super important. Et là, c'est là où je pense la différence il y a entre, on va dire, des formateurs et des répétiteurs. Tu vois, j'appellerais ça un petit peu comme ça, où je veux dire, en instructeur, il doit avoir les compétences et toutes les clés pour amener son apprenant de A à B sans forcément que son apprenant se rend compte de ça, dit, OK, bah, pour lui, je dois attaquer la chose comme ça. Si ça ne marche pas ça, bah, j'ai tout de suite une solution pour faire comme ça, etc. Parce que ce qui marche peut-être pour l'apprentissage dans le tir, hein, ce qui marche peut-être pour 80% des gens, bah, il y a un pourcentage, ça ne va pas marcher. Et puis, si tu dis les mêmes choses à ces personnes, dire, ouais, mais il faut faire comme ça parce que pour les autres, ça marche, bah, ces gens, tu les perds. Moi, c'est ce que j'ai avec certains élèves qui arrivent, qui sont en difficulté. C'est qu'en fait, les formateurs qu'ils ont eus, leur ont dit simplement la même chose à tout le monde. Et puis, ils ne sont pas venus pour trouver, OK, toi, tu as besoin de comprendre différemment, tu as besoin d'autres outils, tu as besoin de faire d'une autre façon, avec d'autres mots, etc. Et là, je pense que ça, c'est vraiment les rôles du formateur actuel. C'est pas de se dire on fait de la formation de masse, ça marche pour l'armée. Si on prend le domaine technique ou tactique qu'on veut, nous, pour arriver dans le domaine dans lequel on a travaillé, eh ben, il faut pouvoir trouver les solutions que le jeune il a et puis pouvoir consolider ça et puis que lui se dit OK, bah, ah, enfin, on m'a expliqué quelque chose que je ne comprenais pas. Parce que pour nous, ça paraît super simple, mais on voit des fois les gens, ils ont vraiment un point d'interrogation sur le visage et puis c'est à nous de trouver tout de suite une solution ou des mots comme ça pour qu'ils puissent progresser. Mhm. On parle vraiment de toujours ça, hein. Pour un adulte, apprendre, c'est très déstabilisant. Mhm. Puis ça nous renvoie à nos limites, à nos peurs, phobies et choses comme ça, des doutes même, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, d'un enfant. Et Mhm. puis, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas trop cette différence entre pédagogie et andragogie, sans voir vraiment ces différences. Puis maintenant, la société fait qu'on a vraiment une grande différence entre ces deux parts. Et puis, c'est vraiment important pour l'instructeur de travailler sur ces points-là pour donner les clés à l'apprenant, quoi. Mhm. Ok, super Manu, il nous reste environ 2 minutes ensemble. Est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Voilà, c'est le moment. Alors, moi, ce que je dirais que pour les gens, c'est de trouver les bons endroits pour se former, d'avoir un bon feeling avec son formateur, savoir aussi qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que c'est pas un sculpteur de fumée? Est-ce que son passé, il est avéré? Est-ce il a fait des choses vraies dans sa vie, hein? Ça, c'est important parce que par rapport aux réseaux sociaux, on voit aussi tout et rien. Et puis, c'est de se rencontrer
Et puis là, en général, en étant humain, on a tout de suite en feeling, soit qui est bon, soit qui est pas bon. Et puis après, c'est de tester, de dire, OK, c'est possible de faire en cours, c'est possible de voir comment tu fais les choses. Et puis ça va aider à ce côté sécuritaire pour pouvoir progresser. Ok, super, bon conseil. Du coup, est-ce que tu aimerais faire un peu de pub pour ta société ou c'est que tu trouves comment on peut te contacter? Donc, sans me contacter sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, sur mon site internet, reddot.ch, il y a un formulaire de contact, il y a les cours qui sont donnés, ou me téléphoner, il y a aussi mon numéro de téléphone, et toujours à disposition pour parler soit par téléphone, soit se voir à un endroit pour discuter. Ma grosse structure, elle est toute chez Tacticals, au début du Chablais, hein, au début du Valais à Eviona, où là, on a des cursus complets de formation. Puis sinon, bah, je me déplace sans autre à droite, à gauche, s'il y a des structures. À domicile aussi? Pour certaines parties, ça pourrait être fait, ouais, tout à fait. Alors, pour certaines parties, si on de certains modules de cours ou choses comme ça, on pourrait se voir chez les gens, ouais. Super Manu, bah, je te remercie en tout cas. Et puis Avec plaisir, merci à toi. voilà, je vais repartager tout ça, on pourra repartager de notre côté. Ça, les gens pourront profiter de tes nombreux et bons conseils. Allez, Avec Manu, plaisir. Merci, ciao, ciao. ciao à tous. Merci pour votre écoute.